on va commencer évidemment par un grand sujet, qui était le sujet de la prévention, énorme sujet. Il y a très longtemps, il y a 23 ans, quand j'ai commencé au Point, que je m'occupais des questions sociales, déjà on me dit prévention. Et je me suis souvenu d'une citation de Francis Blanche, qui est un de mes auteurs préférés, et qui disait « C'est pas grave d'être malade si on a la santé ». Alors ça vous fait marrer, mais en fait c'est pas si bête. Et quand on réfléchit, et donc on va débattre un petit peu de tout ça, et avec nous, ce soir, et je vous demande de les applaudir, on a deux acteurs majeurs de la question, deux personnalités majeures sur la question de la santé publique, et Aurélien Rousseau, Xavier Bertrand, merci de les applaudir. C'est une grande chance. Et on va commencer. Gwen, mais raconte-nous un peu, parce que vous les connaissez, ce sont des personnalités politiques importantes en France, mais qui connaissent aussi la santé, qui sont très impliqués dedans. Alors effectivement, Xavier Bertrand, vous êtes ancien ministre de la Santé, 2 fois ministre d'ailleurs, et vous avez mis en place plusieurs réformes, notamment contre le tabac. Et vous avez mis en place des réformes pour améliorer la vaccination. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil régional des Hauts-de-France, où là aussi il y a du travail en matière de santé, j'imagine. Et je rappelle que c'est à vous qu'on doit l'arrêt du tabac dans les lieux publics. Aurélien Rousseau, vous avez également dirigé l'ARS Île-de-France pendant la pandémie de Covid-19. Et jusqu'à récemment, vous étiez ministre de la Santé également. Vous avez supervisé le programme national de lutte contre le cancer, le nouveau programme. Et pendant la crise du Covid, vous avez vraiment joué un rôle clé dans la gestion de la pandémie en Île-de-France, qui était quand même extrêmement touchée. Et vous avez une perspective sur la prévention, notamment en période de crise sanitaire. Et c'est essentiel de comprendre aujourd'hui comment anticiper et répondre aux futurs défis en matière de santé publique. Alors, on va peut-être directement... on va directement dans le sujet. Directement aller au cœur du sujet. Ouais, c'est toi la chef. Parce que c'est elle qui connaît les sujets, évidemment, vous avez compris ça. Bon. Alors, on est là pour parler de prévention. Alors justement, on a un petit caillou dans la chaussure en France. On est toujours en train de dire qu'on est les meilleurs en médecine. D'ailleurs, nous, on le dit à longueur de page. L'excellence française en médecine, c'est quand même exceptionnel. Mais alors, paraît-il, on est complètement nul en prévention. Et donc, nous, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Vous avez occupé des responsabilités. Est-ce que vous avez, vous aussi, ce sentiment, carrément, on le dit, qu'en France, en termes de prévention, on est nul? C'est toi le plus récent. Je suis le plus récent et le plus court. Donc, non... Alors je ne sais pas, non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est nul, mais je fais un parallèle qui ne vaut pas grand-chose, mais on a quand même cette culture en France où quand on parle de la prévention, c'est comme si on parlait d'une MJC quand on est à la Comédie Française, quoi. C'est un peu le côté quand on aura tout fait, on fera de la prévention, et en fait dans les images des uns et des autres, la prévention ça reste... les affiches avec le crocodile qui doit se laver les dents ou longue veillée, journée gâchée, voilà, des choses comme ça. Et je pense que ce qu'on a profondément à ce stade pas pris comme virage, alors je fais gaffe avec le mot virage parce qu'à force de virer, au bout d'un moment on revient sur ses pas, mais c'est de se dire que tout un champ de l'innovation en santé aujourd'hui réside dans la prévention. Enfin, évidemment, dans le champ, par exemple, du cancer, quand on voit les programmes d'interception, de décryptage, voilà, ou dans l'utilisation du numérique et des données de santé pour la prédictibilité. Donc ça, je pense qu'on n'a pas ça. Et puis, alors je ne sais pas si Xavier prendrait les mêmes mots que moi, mais je pense qu'à ce stade, on n'a pas gagné le combat culturel, idéologique, parce qu'on va sortir, on sera tous d'accord. Mais quand on va aller, sera au banc d'un ministre sur le PLFSS, personne ne parlera de prévention, mais par contre, il y aura des débats sans fin sur le nombre de lits de réa. Et les gens, et je finis par ça pour cette première question. Pour ceux qui nous regardent PLFFS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et moi, je le dis régulièrement, en Ile-de-France, pour ce que je sais, pendant le Covid,
les gens ne sont pas morts de ne pas avoir assez de l'hydréa, ils sont morts d'être obèses. Et donc, et ça, c'est un des coups dans le sternum que j'ai reçu quand vous visitiez des services de réa dans ces nuits de fin mars, début avril 2020. C'est ça qui ressortait. Alors oui, il faut plus de l'hydréa en Seine-Saint-Denis, je vais pas faire semblant, mais si on mettait un millième de l'intelligence qu'on met sur certains sujets sur la prévention, je pense qu'on franchirait un cap qui est le seul qui permette la soutenabilité de notre système de santé. Xavier Bertrand, est-ce que ça fait, dans les réunions interministérielles ou dans les réunions de responsables politiques, dès qu'on aborde la prévention, ça fait bâiller ? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas sûr que le gouvernement d'union nationale soit à la mode aujourd'hui. Quel gouvernement ? Non, c'est ma seule allusion politique, mais je suis d'accord avec mon voisin de droite. Je suis d'accord avec lui. Si on est là, c'est qu'on n'a pas été appelé, hein. Sinon on aurait annulé au dernier moment. Hein. Mais il a laissé brancher son téléphone quand même. Hein. Bon, très sérieusement, bien sûr que c'est un combat culturel. Parce que le système de santé français s'est fait sur l'excellence du curatif depuis bien longtemps. Et puis aujourd'hui, comme on a vraiment le nez sur le guidon, le nez sur le compteur des déficits, des dépenses et autres, je suis désolé, mettre des moyens supplémentaires sur la prévention, c'est complètement orthogonal. Et tant qu'on sera à chaque fois à regarder le compteur des dépenses et qu'il n'y aura pas la notion d'investissement massif en santé, on ne peut pas s'en sortir. Alors, il y a des opérations qui sont menées, c'est vrai. Tu en as mené également, j'en ai mené, que ce soit l'interdiction de fumer dans les lieux publics, que ce soit l'opération notamment pour les enfants MT-DAN qui est toujours en vigueur aujourd'hui, la prise en charge, alors les dames seront plus réceptives que les hommes, la prise en charge de l'ostéodensitométrie, tout ça c'est des sujets, il a fallu se battre. Parce qu'il y a un acteur majeur du système de santé en France qui est vraiment pas branché pour aller à fond sur la prévention, non pas qu'ils aient pas envie, ils n'ont pas les moyens, c'est l'assurance maladie. Elle met en œuvre, mais à chaque fois, moi je sais quand je prends en charge l'ostéodensitométrie, j'impose, je dis bien j'impose, a coûté cher les examens, oui, mais si derrière, il y a moins de fractures du col du fémur. Notre système est aussi incapable de pouvoir mesurer ce que l'on évite et ce que l'on gagne avec la prévention. En tout cas, notre système n'a pas envie de montrer que c'est un investissement qui est important. Et puis, il y a un autre facteur, c'est qu'il faut regarder la réalité en face. Dans les déterminants de santé, notre système de santé connaît de graves difficultés. Certains diront qu'il est en péril, c'est vrai, mais il reste quand même l'un des meilleurs. Mais il y a un domaine dans lequel on a régressé, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Mais on ne regarde pas l'espérance de vie en bonne santé comme le facteur clé, le véritable indicateur qu'il faudrait prendre en compte de notre système de santé. Et il n'y a que la prévention qui permet de faire mieux. Alors, vous avez tous les deux abordé d'une certaine manière les questions d'argent. Et on va parler un peu de ça parce que vous êtes des décideurs publics et par ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être noté qu'il y avait 2-3 sujets sur le budget en ce moment. Quelques discussions, quelques difficultés et notamment un trou qui a l'air assez considérable. Est-ce qu'on met assez d'argent en proportion de nos dépenses de santé dans la prévention en France? La question se pose à vous deux. Je pense qu'on... Le mec de droite vous dit non. Le mec de droite vous dit qu'on met on pas va quand même rappeler les de chiffres. Hein. Selon l'OCDE, la part de l'investissement en prévention est de 2,2% de notre budget santé, quand la moyenne se situe autour de 3%. Moi, je pense qu'on ne met pas assez, mais je pense aussi que nos outils, parce que ça joue aussi, nos outils sont en grande difficulté pour modéliser l'impact que disait Xavier à l'instant, c'est-à-dire que c'est un investissement. C'est un investissement qui va avoir un impact sur la qualité de vie en bonne santé. Et si, pareil, il faut se dire les choses jusqu'au bout. Et c'est vrai que la modélisation, ce qu'on appelle le économique du gain, voilà, il faut quelquefois savoir où on l'arrête. Parce que par exemple, si on faisait vraiment trop bien et qu'on intègre le système de retraite dans notre équation, on percute le coût des retraites. Mais concrètement, on le sait, alors le travail qu'a mené Xavier sur le tabac, le travail qui a été mené sur l'alcool, on le sait, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Mais par ailleurs, il y a
je pense qu'on a un sujet de construction même de notre projet de loi de financement de la sécurité sociale, où en fait, ces investissements-là, ils doivent être, je sais pas, comptés à part, j'en sais rien, mais on doit être capable de modéliser ce que ça va nous apporter, et ça va nous apporter beaucoup. C'est pas... Alors Bercy déteste ça, parce que quand on dit à Bercy, on met 1 euro aujourd'hui, mais dans 40 ans, voilà, moi quand l'an dernier, j'ai lancé la vaccination sur le papillomavirus dans les collèges prise en charge à 100%, ça leur plaît pas, parce que c'est pas une économie immédiate. Mais en fait, on peut avoir éradiqué les cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin dans 20 ans dans ce pays. Voilà. Et donc ça, c'est un progrès tout court et un élément de soutenabilité financière. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que la prévention va permettre au système de santé de faire des économies. Donc, vous me confirmez. Si je prends Étienne, qui n'a jamais fumé une cigarette de sa vie, Jamais. qui mange 5 fruits et légumes par jour depuis qu'il a des dents, qui fait 30 minutes de sport par jour au bas mot. Minimum. Donc, en gros, il respecte tous les préceptes, il va vivre jusqu'à 100 ans et il fera faire des économies au système de santé. C'est ce que vous nous dites. Surtout, il sera en meilleure santé plus longtemps dans la vie, c'est ça qui est essentiel. Alors, c'est vrai que Aurélien le disait, on peut se poser la question, mais alors si on vit plus longtemps, la question des retraites. Non, disons les choses très clairement aujourd'hui. On a, et vous faisiez allusion tout à l'heure à la région des Hauts-de-France, on a parmi les plus mauvais déterminants de santé en France. Ça, c'est pas une inégalité, c'est une injustice. Et là, clairement, moi, ce que j'ai proposé à l'ARS chez moi, c'est-à-dire, il y a des... on vit moins longtemps. Ah oui. On est plus touché par l'obésité, par les maladies cardiovasculaires, on est plus touché par les cancers. Et la plupart des gens s'en foutent au sommet de l'État. Il y a plus de cancers dans les Hauts-de-France qu'ailleurs en France. Bien sûr, mais c'est un scandale français. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez peut-être une part de génétique, parce que vous avez aussi des habitudes de vie qui n'étaient pas forcément les mêmes. Vous avez aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire, toutes les questions environnement, santé, mais c'est un fait, je n'invente rien, il suffit de vérifier, c'est le cas. Ça mériterait quand même, dans ces cas-là, d'avoir un investissement en matière de prévention plus important. Bon, moi j'ai proposé justement des partenariats pour que les collectivités locales s'y mettent, mais qu'on coordonne les choses. Donc derrière cela, au bout d'un moment, il faut bien regarder que quand on parle de sujet de prévention, j'ai été étonné que vous proposiez ce thème, c'est un thème génial, c'est assez rare qu'on en fasse le débat d'ouverture sur les hôpitaux, surtout qu'en plus il y aura à dire, parce qu'on peut avoir notamment de la médecine de ville impliquée, les hôpitaux doivent également être plus massivement impliqués dans cette logique de la prévention. Je le disais tout à l'heure pour l'assurance maladie, les organismes complémentaires sont plus branchés sur la prévention que le sont les autres. Tiens, on parle des études médicales. Les études médicales doivent aussi davantage intégrer la prévention. Donc sur toutes ces questions-là, il y a 1000 choses qui sont à faire aujourd'hui. Et je reviens juste sur la question, parce que vous ne m'avez pas interrogé, parce que je suis intervenu trop vite tout à l'heure en disant que pour un homme de droite, je vous disais qu'on ne mettait pas assez dans la santé. Et puis on a intérêt à mettre plus dans la santé avec tout ce qui nous arrive. Les nouvelles thérapies, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Si on ne veut pas devenir un pays de seconde zone en matière de santé, il va falloir investir massivement. Alors, si vous voulez que je vous dise qu'il y a encore des économies à faire dans le système, une meilleure rationalisation, évidemment. Le lien ville-hôpital, toujours. Il y a toujours des actes redondants, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui, dans le parcours du patient, des actes qui sont faits en double que l'on pourrait éviter sans nuire à la santé. Mais même si vous avez des trésors de coordination à faire, même si vous faites encore des économies, nous ne mettons pas assez d'argent dans le système de santé aujourd'hui en France. Peut-être juste un mot pour deux choses que je rebondir sur ce que dit Xavier, parce que c'est un truc on ne le dit jamais, mais effectivement, c'est là que se nouent les plus grandes injustices. C'est le célèbre chiffre, hein, mais quand vous êtes au bout du RERB au sud et au bout du RERB au nord, il y a 10 ans d'espérance de vie en moins. Et ça, on le sait, moi je le dis parce que je me suis fait, quand l'épidémie a commencé, il y avait un département où, pour dire les choses scientifiquement comme un con, je n'avais pas trop d'inquiétude, c'était la Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que c'est le département de très loin le plus jeune d'Île-de-France. Donc je me disais, il y a peu d'EHPAD, donc voilà. Quand on a les premiers chiffres qui montre 450% de surmortalité en Seine-Saint-Denis, je tombe à la renverse. Je pense d'abord
qu'il y a un problème statistique. Et puis, c'est ce que je racontais tout à l'heure, je me pointe dans les hostos. Et les gens qui étaient là, c'était des gens souvent d'Afrique subsaharienne. Les mecs, vous êtes chauffeur Uber, vous toussez, vous vous arrêtez pas pour aller voir un toubib. D'abord, voilà. Et à J+7, avec le Covid, vous tombez, vous êtes souvent en situation d'obésité. L'obésité, vous la regardez, elle suit à l'iris près la carte des inégalités socio-économiques. Donc, vous êtes dans cette situation où vous êtes face à un sujet d'inégalité sociale tout court. Et le deuxième point, parce que Xavier faisait référence dans la longue durée, qu'est-ce qui fait que chaque année, la dépense de santé va coûter plus cher? C'est le vieillissement et les maladies chroniques. Et s'il y a deux sujets sur lesquels la prévention, quand on pense, tu le disais, sur prévention santé, sur environnement, sur impact des facteurs environnementaux, aujourd'hui en France, par exemple, très peu, quasiment aucune équipe de recherche travaille sur l'impact, sur la physiologie du réchauffement. Qu'est-ce que ça fait? Mais là, il faut mettre du pognon pour chercher comment on fait et inventer des dispositifs de prévention. Et donc ça, c'est des tas de sujets où précisément, il y a un lien entre la pointe, l'hôpital, l'INSERM, les CHU qui vont faire ces recherches-là, et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va pas faire ça tout seul, l'État, ou l'assurance maladie ne fera pas ça tout seul. C'est des coalitions où c'est quelquefois le CCAS qui va nous faire le premier repérage pour que ça remonte. Voilà. Donc je suis vraiment totalement convaincu de ça. Mais simplement, il ne faut pas qu'on sorte en se disant qu'on est tous d'accord et qu'on boive tranquillou, bilou, une badoie qui est d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une eau minérale? Enfin bref, passons. Donc voilà, il faut que ça bouge. Ouais, alors justement, on arrive à la question, parce que la question budgétaire, elle est très importante. Là, je parle sur le contrôle de Renaud Grand-Clément, qui est le PDG du Point, et sur la question du rendement, de la rentabilité. Donc c'est un peu un sujet de l'investissement en matière de santé. Aujourd'hui, on est à peu près, si je ne me trompe pas, vers 12% du PIB à peu près, un peu plus que ça. Et alors, il faut investir, c'est parce que ça peut être rentable d'investir dans la prévention, ce genre de choses. Ok, mais qui? J'ai l'impression que vous étiez sur le point de réconcilier tout le monde sur le dos de Bercy. On fait souvent ça. Et là, c'est l'assurance maladie qui doit rembourser plus de choses et qui doit investir là-dedans. C'est le ministère de la Santé qui doit tenir c'est une comptabilité sur le long terme. Comment est-ce qu'on organise ce genre de choses dans l'État, dans l'appareil d'État, qui est comment dire, garant de la santé publique à long terme et des comptes de la santé publique à long terme? Est-ce qu'on est organisé pour ça en Outre-mer? On n'est pas organisé comme ça parce que, pardonne-moi de le dire, mais la santé n'est pas aujourd'hui une véritable priorité dans les politiques publiques. Depuis quelle élection présidentielle on a parlé de la santé dans le débat du second tour? Il faut avoir une sacrée mémoire, hein, parce que c'est un sujet qui a complètement été évacué des dernières présidentielles et des débats qui sont quand même le moment clé. C'est le moment clé. Et c'était quand la dernière fois? Je pense que ça doit remonter. Il y a la dépendance qui est évoquée en 2007. En 2007, sur Sarkozy, Ségolène Royal. Mais autrement, il faut remonter, non pas à 2002, il n'y a pas eu de débat, mais avant. C'est un sujet qui est l'un des plus importants dans les priorités des Français. C'est rarement le premier sujet dans les sondages. C'est toujours le deuxième ou le troisième, systématiquement. Le premier peut être la sécurité, parfois le pouvoir d'achat. La santé, c'est toujours là, mais pas dans les priorités des politiques publiques. On prend notamment les rangs protocolaires des ministres de la Santé, vous ne les avez pas dans les premiers. Vous prenez les budgets de la santé, vous ne les avez pas dans les premiers. Le vrai sujet, c'est que tant qu'au sommet de l'État, on ne se dira pas « j'en fais une priorité publique », de politique publique, il n'y a rien qui derrière en découlera. Et vous avez Bercy, on ne va pas assassiner Bercy, mais qui est dans des logiques de court terme. Eux, ils doivent boucler un exercice. La logique du moyen et du long terme, ce n'est pas leur sujet. Quand vous prenez, encore une fois, pardonnez-moi, mais j'ai vu cet exemple, le remboursement de l'ostéodensitométrie, ça coûte. On va éviter des fractures, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien. Mais donc, ce n'est pas leur logique. Il n'y a que le ministère de la Santé qui peut être le garant. Et au-delà des épisodes politiques, il faut aussi un poids politique pour le ministre de la Santé et il faut une certaine longévité ministérielle. Certaine longévité. Non, mais attendez, moi je me souviens, en la matière, j'avais la ministre allemande qui était là, qui était la doyenne des ministres en exercice. Elle n'était pas âgée, c'était la doyenne. Elle avait fait au moins 5 ou 6 ans dans la fonction. Je ne sais plus combien j'ai eu de ministre de la Santé après moi.
Mais juste parce que pardon, je pense que ce qui est dit là est vachement important, y compris pour casser il faut remonter haut dans le facteur. Moi, une de mes fiertés, c'est que le dernier classement de l'ENA, le Major a choisi la direction de la sécurité sociale. Mais ça veut dire quoi ? C'est la première fois. Ça veut dire quoi ? Mais parce qu'en fait, il y a aussi cette culture dans notre pays où on pense que les sociaux sont des gros nazes. Je suis désolé, en 2017, je prends cet exemple, en 2017, le budget de l'ONDAM était à l'équilibre, avait été tenu. Et l'ONDAM, il est tenu. Cette année, il y aura sans doute ce qui était présenté au PLFSS, ça va être dépassé, ça va être 9 milliards de trous sur 250 milliards d'euros d'ONDAM. Le jour où l'État tiendra ses déficits de la même manière, on ira tous un peu mieux. Il faut aussi culturellement changer. Voilà, la direction de la sécurité sociale au ministère, c'est une Rolls. Voilà. Et c'est vrai que l'assurance maladie, elle doit, et je crois qu'elle est en train de le faire, alors je ne dis pas ça parce que ma femme est la numéro 2, mais en partie, et elle est en train de le faire, c'est-à-dire de ne plus être simplement une caisse au sens strict, mais un assureur qui du coup va assurer du risque long pour la propre pérennité de son modèle économique. Mais ça, c'est vachement dur à faire passer, parce que tout le monde est excité par le budget de l'État, mais l'idée que la dépense d'assurance maladie, elle est supérieure au budget de l'État, vous dites ça, tout le monde vous regarde comme de ronds de flanc. Très largement, oui. Non, c'est parce que tu utilisais le terme de rentabilité. Ouais. Je ne sais pas comment tu la mesures, cette rentabilité. Toute entreprise, toute activité doit être jugée à l'aune de l'efficacité, c'est vrai. Mais comment juger la rentabilité ? Parce qu'autrement, la question va se poser, tiens, comment on doit rembourser les médicaments pour les maladies orphelines alors ? Tu vois, c'est que si tu n'as pas une logique publique, si tu n'as pas une mutualisation, notamment au niveau européen, il y a des maladies, on va dire, non, il y aura très peu de monde, ça ne sert à rien d'investir là-dedans. La santé, elle ne doit pas échapper à la logique de l'efficacité, de l'efficience, mais elle ne doit pas être régie uniquement par cette logique de rentabilité. Je peux te vous pose. C'est mon côté Georges Marchais. Non, et par ailleurs, mais là, c'est vraiment, je le dis parce que on a aussi, quand le sujet santé vient, le sujet vient par le sujet hôpital, toujours, ou accès aux soins. Et aujourd'hui, quand vous êtes ministre de la Santé, je ne sais pas comment c'était Xavier, mais dire qu'en fait, ça n'est pas vrai, quand maintenant, certains services où en ouvrant, on assure de l'égalité territoriale, mais en fait, on va peut-être faire perdre de l'efficacité globale au système, c'est impossible à dire. C'est impossible à dire. Vous perdez, quand vous êtes ministre de la Santé, tous vos arbitrages quand il s'agit de dire en fait une maternité à moins de 350, et certains l'ont vécu en direct. C'est pas pour dire que ces gens-là ont tort, parce que la réalité c'est que c'est un service public et qu'on doit se bagarrer. C'est pas pour dire ça. C'est pour dire que pour moi la santé ça fait partie des sujets les plus fondamentaux où dire, pardon ça fait con, mais dire la vérité sur ce que c'est-à-dire que jamais ni vous ni moi, ici, n'enverrions ou ne nous ferions soigner dans certains établissements, mais qu'on n'osera jamais le dire et qu'on n'y enverra jamais nos amis, eh bien, il y a un moment où ce pays, ce truc-là doit être posé de manière démocratique. Et c'est tout notre combat avec le classement des hôpitaux. Alors, c'est pour ça que je faisais le lien avec le classement. Mais je ne dis pas du tout qu'il y a les bons et les méchants, parce que c'est intenable, et pour un élu, voilà, mais on voit que c'est pour ça que le cœur du dispositif, pardon Xavier, je te rends la parole, c'est que ça soit aussi les médecins qui portent cette parole-là. Et on le voit bien dans tous les projets, quand c'est les médecins qui disent nous on veut faire de la bonne médecine, on veut bien soigner, etc. Et là on n'est plus en état, tout change, voilà. Parce que par ailleurs, quand vous êtes ministre de la Santé, moi je me suis tapé des soirs à chercher des urgentistes pour que des services tiennent, à appeler moi-même voilà. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui de notre système de santé aussi. Non, il fallait bien que je trouve un peu un bémol par rapport à ce que dit Aurélien. Je pense peut-être l'avoir un peu trouvé.
Je pense que ce n'est pas une question de débat démocratique, c'est une question de pédagogie qui n'est pas si difficile que ça à obtenir. Nos concitoyens sont très lucides. Pourquoi, je le dis, mais pourquoi ils réclament des classements? Pourquoi, je ne sais pas si on appelle ça un marronnier, les hôpitaux, mais ça doit être l'un des numéros les plus vendus de l'année, les mieux vendus en kiosque. Ah oui, c'est un carton voilà. absolu. Pourquoi? Parce que quand on a un sujet particulier, on va chercher le meilleur et on est prêt à faire des dizaines ou des centaines de kilomètres. Le vrai sujet, c'est qu'il y a une confusion dans l'esprit des décideurs politiques sur la lucidité des Français, sur leur compréhension. Ce qu'ils demandent pour la proximité, c'est l'urgence. Ils savent pertinemment que quand il y a un vrai problème, AVC, crise cardiaque, un accident terrible, il faut qu'il y ait de la proximité. Mais pour le reste, ils ont absolument besoin de savoir où est le meilleur service, où il y aura suffisamment de praticiens, et qu'au final, celui qui pratique souvent, il ne va pas être fatigué, mais il va avoir l'expertise nécessaire. Là où il y a quand même une ambiguïté, c'est la question de l'obstétrique. C'est de l'urgence ou c'est pas de l'urgence? C'est rarement de l'urgence, mais dans l'esprit des Français, on ne sait jamais si ça se déclenche au dernier moment. Il y a eu tellement d'exemples où on peut accoucher dans une voiture où il y a un drame. Il y a rarement de drame, mais quand même, c'est ça la question. Mais sur la question de l'urgence, c'est les points d'urgence qui sont justement à développer sur le territoire. Mais on n'aura pas une médecine de recours partout sur le territoire. Et les Français le savent. Mais quand ils regardent pas seulement l'hôpital qui est juste à côté de chez eux. Quel est le meilleur? Et c'est là qu'ils iront. Alors, non, vous avez tous les deux parlé de débat, de démocratie sur le sujet. Est-ce qu'il y a une différence droite-gauche sur la santé? Alors, je vous pose la question à tous les deux parce que précisément, vous n'êtes pas particulièrement marqués, vous n'êtes pas des gens sectaires, ça se saurait. Et vous êtes un peu de droche tous les deux, quoi, un peu. Et on voit bien. Mais est-ce qu'il y a une différence culturelle? Non, mais en plus, c'est un débat qu'on a. Non, moi, c'est je pas parle du ch'ti. ch'ti couramment, c'est pas du ch'ti. Je ne sais pas si ça vient de chez toi, mais c'est pas du ch'ti. Mais est-ce qu'il y a une différence culturelle entre la gauche et la droite sur le sujet de la santé et de la prévention? Oui, il y a quand même, notamment par rapport au principe du système de santé, les vrais piliers. Pour moi, la liberté d'installation, ça compte. Le fait qu'il y ait un système dual qui soit établissement médecine de ville, mais privé-public, pour moi, ça compte. Or, aujourd'hui, on va le dire aussi, il y a même des élus de droite qui disent que la liberté d'installation, ça ne marche plus, qu'il faut la dépasser. Donc je ne sais pas si c'est de droche, comme tu le dis, mais moi je suis très attaché à cela parce que je pense que si on touche vraiment à ce que sont ces piliers du système de santé, ça ne marchera plus. Là, il y a certainement des différences entre nous. C'est là que c'est paradoxal parce que moi j'ai été au banc pour... il y a une proposition de loi transpartisane pour contraindre à l'installation. Elle est totalement transpartisane et je ne la partage pas et je ne la défendrai pas. Parce que je pense, y compris que pour embarquer sur les sujets de prévention, les acteurs du libéral, voilà. Et puis, parce que je pense que ce fantasme qu'il y a d'un côté, les cliniques qui se gavent et de l'autre, les hôpitaux qui en bavent, si c'était aussi simple, honnêtement, on l'aurait réglé depuis un petit moment. Et moi, je sais ce que je dois au fait, pendant le Covid, que je pense à des amis de chez Ramsay, quand Pascal Rocher, je lui ai demandé de monter en puissance et qu'il a fait monter tous ses personnels du sud de la France, voilà, il l'a fait au nom d'une conception du service public. Et au bout d'un moment, quand on leur resserre à ce point leur marge, mais à la fin, c'est les financiers qui vont gagner. Donc moi, sur ça, il y a peut-être des cultures droite-gauche, mais je pense que notre système, y compris faire confiance, et du coup, le pivot de ça, mais là je pense que Xavier, on est d'accord, c'est qu'il faut redonner toute sa place au dialogue conventionnel, comme il faut donner sa place au dialogue social et faire confiance aux acteurs conventionnels. Quand l'an dernier, il y a eu une signature entre l'assurance maladie, les dentistes et les complémentaires, pour moi, c'est l'exemple type de ce qui marche. Les dentistes, les complémentaires, elles ont intérêt à ce qu'on leur fasse moins rembourser les appareils. Les dentistes, à court terme, ils n'y ont pas intérêt, mais ils savent qu'à long terme, c'est ça qu'ils doivent faire, donc on leur paye plus, justement, des rendez-vous de prévention. Et l'assurance maladie, elle y a intérêt à long terme. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à craquer secteur par secteur. Et je pense que là, de toute façon, la pression de nos concitoyens, elle va nous obliger à être un peu plus intelligents que ce qu'on est à ce stade.
Juste un point. Je pense qu'au final, il y a le lien, c'est que c'est un service public essentiel, la santé. Et donc, derrière le service public, qu'on soit de droite ou de gauche, il y a un attachement au service public. Certains diront, oui, mais est-ce qu'on en a pour notre argent ? OK. Mais il y en a d'autres qui disent que les services publics, c'est ce qui relie les Français entre ceux qui vont bien comme ceux qui vont pas bien, ceux qui habitent dans le cœur des métropoles comme ceux qui sont au cœur de la ruralité. Mais derrière, il faut bien faire attention. J'ai été l'un des acteurs de la lutte contre les fraudes, donc je vais être très à l'aise dans ce que je vais dire. L'hôpital, comme une clinique en France, comme le médecin, c'est quand même un endroit où vous êtes conscient ou inconscient, on va vous demander, on va regarder une carte qui est de couleur verte. Ce n'est pas une carte de couleur bleue ou jaune, comme dans certains pays, où on refusera de vous soigner si votre compte n'est pas suffisamment crédité. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traquer les excès, les abus, je l'ai fait donc je suis très à l'aise pour le dire, mais c'est quand même ce qui relie les Français. Et quand on regarde bien, dans un pays qui est très atomisé, avec des pratiques de plus en plus individualistes, ça vaut la peine de se dire, quoi qu'on en dise, vous êtes atteint d'un cancer, vous savez que vous serez soigné avec les meilleurs professeurs. Ça compte, et ça, on a intérêt à se battre pour le garder, ça s'appelle un service public. Et par ailleurs, je dis, il faut aussi se rendre compte de la performance, on a là des hôpitaux, et aussi de la performance de notre système, je le dis parce que c'est d'assurance sociale. C'est les Français qui cotisent. Et si le système est à déficit, souvent aussi, c'est parce que l'État ne compense pas à l'assurance maladie une partie des dépenses. On a les Français qui possèdent leur système de protection sociale, qui en sont les contributeurs. Je trouve que c'est, là aussi, il faut qu'on se remette un peu. Et d'ailleurs, l'historique de ce système, chacun veut se l'approprier. C'est Pierre Laroque, qui avait un membre du Conseil d'État, qui avait été un temps quand même au cabinet du maréchal Pétain, et Ambroise Croizat, un ministre communiste. Et ils font ce truc-là. Donc ça doit être quand même que c'est un capital qui nous est commun et qui peut faire nation dans la période où on est. Alors, je trouve que ce débat politico-économique est très intéressant. Gwendoline, en travaillant sur la question donc, de la prévention, a relevé un chiffre qui est dans la doc et elle dit en fait en Europe, la Finlande et les Pays-Bas sont les deux pays, pratiquement les deux pays qui consacrent la plus grande part de leur budget à la prévention. Et alors ça m'a beaucoup marqué pour que la Finlande et les Pays-Bas, c'est par ailleurs des pays qu'on appelle frugaux, qui font très attention à leurs dépenses publiques et qui passent leur temps à faire la leçon aux pays du sud de l'Europe et à la France en disant vous dépensez trop, qui refusent, enfin ils font partie des durs, quoi, des faucons en Europe, plus encore que l'Allemagne d'ailleurs sur les questions de finances publiques en disant mais vous les Français vous faites n'importe quoi, vous dépensez trop d'argent. Et c'est eux qui mettent le plus d'argent dans la prévention. Est-ce que en fait là c'est un bon truc quand on est radin C'est un très bon truc quand on est radin, et tu pourrais même aller plus loin. Leur consommation de psychotropes est ridicule par rapport à la consommation de psychotropes en France. Il y a un lien entre les deux, je le pense. Et ils boivent plus, non ? Je crois. Non, pas forcément. Non, parce que là, les ratios, on pourrait regarder, je pense que ça n'a rien à voir. Non, mais je crois que ça compte beaucoup. Après, il y a aussi un autre sujet, parce qu'on a parlé de prévention à proprement parler, mais il y a aussi des sujets sur lesquels aujourd'hui on a des déficiences, ça ne peut pas durer comme ça. C'est la question de la médecine du travail et de la médecine scolaire. Parce que la prévention, je l'ai connue, je ne suis plus tout jeune, c'est à l'école qu'on passait une visite médicale. Et aujourd'hui, là où il y a encore des des embryons de médecine scolaire, où il y a aussi des infirmières scolaires, pas forcément des médecins scolaires, vous apercevez que dans certains collèges de la région, vous avez sur une tranche d'âge 30% des jeunes qui ont d'ores et déjà des problèmes auditifs, qui seront des problèmes auditifs irréversibles. Je ne vous parle pas des problèmes dentaires. Tant qu'on n'aura pas remis le paquet sur la médecine scolaire, on aura toujours de beaux discours à faire en matière de prévention, mais on n'aura pas les résultats à la clé. C'est deux sujets sur lesquels, médecine du travail, médecine du scolaire, on n'est pas tous confrontés à ça, on est vraiment dans une déshérence totale. Est-ce que je peux me permettre d'évoquer Pierre Dac, quand même, qui disait si la santé c'est le travail, pourquoi y a-t-il une médecine du travail ? Non, mais le travail c'est la santé. Non, mais il y a, justement, tu évoques à l'instant le travail, et je pense que Xavier a eu ce champ dans son ensemble. Et on parle beaucoup en ce moment de transformation du rapport au travail. Moi, je suis très frappé de voir que justement, on est en retard, et c'est moi qui le dis, sur l'adaptation statutaire.
je vois des jeunes médecins. Alors maintenant, la mode, c'est de dire ces salauds de jeunes médecins qui s'arrêtent le jeudi soir et qui répondent pas le samedi matin et qui, à 22h, répondent pas au téléphone. Ils sont pas tous comme ça. Mais je le dis parce que, mais par ailleurs, je suis désolé, individuellement, c'est un progrès social. Mais par ailleurs, une partie de ces jeunes médecins ou infirmières, si on leur disait, tu as un exercice, mais un jour par semaine, tu vas faire de la médecine scolaire, ça leur dirait, quand on voit toutes dans les ordres, je ne sais pas s'il y a des représentants des ordres, le delta entre les inscriptions et l'exercice, il y a toute une partie, de faire de la sociologie ou de la démographie professionnelle de bazar, mais de femmes de plus de 50 ans qui se sont arrêtées de faire leur profession et qui, quand on leur propose de revenir faire 2 jours, par exemple, de prévention bucco-dentaire, 2 jours de médecine scolaire ou de médecine du travail, mais pas 5 jours par semaine, 35 heures par semaine, elles sont prêtes à revenir. Et ce truc de l'exercice mixte, ça vaut pour ville-hôpital, mais ça vaut aussi, je pense, c'est la clé. Un médecin, faire toute la journée de l'EHPAD, c'est pas pareil qu'avoir dans son exercice une journée. Et ça, c'est pour moi un des champs les plus importants, et c'est vrai pour le travail en général. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent n'ont pas envie de faire toute leur vie la même chose, et même dans leur semaine la même chose. Et ça, il faut qu'on arrive à bouger plus vite que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais alors le citoyen, lui, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, le citoyen ? Est-ce qu'il faut passer par des mesures incitatives ? Parce que là, on parle de ce que fait l'État, mais au niveau individuel, en termes de prévention, comment réveille-t-on le citoyen ? Comment lui inculque-t-on cette culture de la prévention qu'il n'a pas ? Je suis pas désolé, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec vous. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est peut-être rentré quand même dans le langage commun. Il y a une certaine perception de ce que c'est. L'interdiction de fumer dans les lieux publics a quand même procuré un grand nombre d'avantages. Les gens ne se vaccinent pas parce qu'ils sont obligés de le faire. Tu as aussi donné un vrai coup d'accélérateur là-dessus. Les Français le comprennent. Le vrai sujet, c'est que tout le monde ne sait pas exactement quels sont les actes de prévention disponibles, parce que le système de santé n'est pas forcément tourné vers la prévention, mais les politiques de communication ne sont pas forcément tournées directement vers la prévention. C'est ça le sujet. Non, je pense qu'il y a un gain. Alors, allez jusqu'au bout du raisonnement. Parce que vous dites incitatif, vous n'avez pas été au bout. Il y en a certains qui disent, alors, on vous paye des actes de prévention, ok, mais si vous ne les faites pas, vous serez moins remboursé. Ça, c'est l'autre étape. Bah oui, mais la première étape, on l'a pas déjà recherchée. C'est que si clairement vous avez un avantage pour vous à jouer la carte de la prévention, on boostera la prévention. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aller des études médicales où là aujourd'hui la prévention n'est pas suffisamment prise à bras-le-corps. Il faut que tous les acteurs soient vraiment des acteurs intervenants. Je parlais notamment de l'hôpital, je parle de l'assurance maladie en lien avec notamment les organismes complémentaires. Et puis, il y a aussi de nouveaux défis qui sont devant nous. Alors, faire gaffe quand même à regarder bien les films d'anticipation pour ne pas complètement basculer. La médecine prédictive a du sens, quand même. L'IA va aussi nous aider. Et puis moi, je pense qu'il y a un formidable outil qui existe aujourd'hui, qui peut être un facteur de prévention extraordinaire, c'est l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, alors, excusez-moi s'il y a des biologistes, la biologie apporte déjà des résultats, on le sait bien. Mais l'imagerie avec l'interprétation est un formidable levier de progression en matière, clairement, de prévention médicale. Et je voudrais poursuivre un tout petit peu la question de Gwénoline sur le sujet politique de la prévention. On a vu naître quand même autour des mouvements anti-vax une forme de populisme médical, et on a vu, je peux le dire, c'est parce qu'on a du côté du RN et de LFI notamment, une sorte de réticence au moment de la vaccination, à dire qu'il fallait se vacciner. C'était visiblement politiquement compliqué comme sujet pour eux. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui risque d'arriver ? Parce que l'essor du populisme, qui est un sujet pour les démocraties occidentales, ça a été un sujet aux États-Unis, ça a été un sujet dans beaucoup de pays d'ailleurs. Il n'y a pas que chez nous. Est-ce qu'il peut y avoir un populisme en matière de santé qui naît et qui précisément se fixe sur cette question de la prévention, sachant que la vaccination, si j'ai bien compris, ça fait partie de la prévention. Mais oui, après, moi je pense qu'il y a une summa divisio quand on exerce des responsabilités publiques. Attention, c'est hyper sophistiqué ce que je vais dire, donc accrochez-vous.
Il y a les responsables publics qui pensent que les gens sont abrutis et les responsables publics qui pensent que les gens sont intelligents. Et moi, je pense que tout montre que les gens sont intelligents quand on les respecte, quand on leur donne l'information et quand on les laisse avoir aussi de l'espace. Et le Covid, alors évidemment, on s'est tous battus et on est tous focalisés sur, moi, les fois où, compte Twitter, le truc pète sous le nombre de gens qui disent que je vais finir à Nuremberg. Mais la réalité, c'est que nos concitoyens ont été extraordinaires. Ils ont accepté une dynamique et une discipline collective extraordinaire. Alors qu'il y ait des populistes et un résidu de connards, c'est un terme scientifique, c'est indéniable. Mais je pense que si on part de ce postulat-là, on les convaincra jamais. Moi, je suis frappé de voir que par exemple, la vaccination sur le papillomavirus pour les garçons, c'est pas du tout intuitif. Eh ben, on a essayé, ça demande de la ténacité, ça demande de l'abnégation. Eh ben, elle a quand même sacrément progressé dès la première année. Le dispositif qui n'est pas de vaccination, mais d'immunisation avec le Beyfortus l'an dernier sur la bronchiolite. Ben là, moi, je salue mon prédécesseur François Braun qui avait fait ce choix. Ouais, mais en fait, on est le pays au monde qui en a commandé le plus. Moi, je me suis ensuite victime de son succès. Prostitué pour en avoir plus. Il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché quand il l'a commandé. C'est pour ça que je dis qu'il a. Parce que tu te rappelles, Roselyne. C'est un truc sur lequel je suis très énervé. Ouais, parce que j'ai ma fille qui a déclenché une bronchiolite. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu avoir. Donc c'est pour ça que je suis très énervé sur la question. Et le soir où elle a déclenché, le père de famille que je suis, si je l'avais eu en face, voilà. Mais moi, parce que là, à l'époque, le vrai sujet pour le ministre de la Santé, c'était de prendre des risques, c'était de commander davantage plutôt que ça parte en Espagne ou au Mexique. Il pouvait le faire, il l'a pas fait. Pardonne-moi. Après, on l'a fait. Moi, j'ai même parlé anglais, hein, c'est dire, pour obtenir. Vous nous le faites un peu là ? Acheté plus cher, etc. Mais c'est pour dire que ce dispositif, quand tu expliques que c'est pas vraiment un vaccin, que c'est de l'immunisation, tu peux te dire les gens vont pas y avoir recours. Eh ben, le taux de recours à l'hôpital, il a été proche de 100% chez. Voilà. Donc il faut faire confiance aux gens. Et puis il y a un point. Je vois, il y a Dominique Pont, mais par ailleurs, qui est dans la salle, donc je le dis avec... de la Poste, qui fait beaucoup de choses en matière mais dans ses fonctions antérieures, de prévention. Par ailleurs, il y a un truc sur lequel, en France, on a un trésor entre les mains, c'est les données de santé, et ces données, elles appartiennent aux organismes publics. Et on voit quand même que quand on fait l'effort d'aller vers les gens pour leur dire, bah, tiens, vous avez vous avez pris tel médicament au cours des 10 dernières années, etc., donc ça vaut le coup que vous alliez faire un examen de ça, ben les gens le font, quoi, voilà. Et c'est ça aussi où c'est la responsabilité première, elle reste toujours chez les politiques, à considérer que les gens sont plus intelligents que le reflet qu'ils ont d'eux-mêmes, les politiques, dans leur compte Twitter. Juste un point là, c'est plus le père de famille qui parle, c'est à nouveau le responsable public. Le Beyfortus est un très bon exemple, parce qu'ils se sont demandé si ça allait marcher. Tu parles d'intelligence, c'est tout simplement le bon sens. Et le sujet qu'il y a en politique, c'est qu'on demande aux Français de nous faire confiance, que les politiques fassent confiance aux Français. Et je pense que c'est la clé. La vaccination, pas besoin, dans certains cas, d'imposer. Les Français comprennent l'intérêt et l'utilité. Tu parlais des garçons, notamment papillomavirus, c'est vrai. On est aujourd'hui, je crois, à 15-16%, mais on partait de rien et c'est pas intuitif. Il faut faire confiance, notamment sur la question de la prévention, et je pense que c'est la clé de la réussite aussi. Alors, on est quand même très en retard sur le papillomavirus comparé à d'autres pays, mais on va rattraper ce retard. Attendez, pas pour les filles. Pour les filles, on a des ratios qui sont inférieurs à d'autres, mais non, mais je me souviens d'autant plus que celui qui l'a autorisé en bousculant un peu les procédures, c'est moi. Qu'est-ce que je me suis pas pris à l'époque parce qu'on avait justement accéléré la mise à disposition. Alors moi, j'ai laissé mon portable allumé, non pas parce que j'attends un appel, mais pour regarder l'heure. Et puis, quand même, on attend le gouvernement, juste en un mot chacun. Il va y avoir un nouveau gouvernement pour un temps qu'on ne connaît pas. Si vous aviez, avec l'expérience qui est la vôtre, un conseil, un seul, à donner au futur ministre de la Santé, ce serait quoi ? Alors,
moi, je me garderais bien de donner des conseils, vu la fulgurance de ma trajectoire. Mais je pense que toute notre organisation, être ministre, et Xavier l'a montré au premier chef, je le dis très sincèrement, c'est aussi, pour prendre la jurisprudence du Conseil d'État en 1936, c'est être chef de service. C'est être patron d'une administration, patron d'administration. Et donc, imposer de dire la prévention, les amis, c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est la condition de soutenabilité de la santé des Français et de notre équilibre financier. Ça demande, pour le coup, du temps, de la détermination. Et si le ministère de la Santé demain continue à s'appeler ministère de la Santé et de la Prévention, voilà, moi j'aurai cette petite satisfaction déjà. Xavier Bertrand. Je ne vais pas donner des conseils, mais je ne sais pas pourquoi je m'étais astreint à des devoirs de vacances intenses ces dernières semaines. Bon. Il s'avère que ce travail me permet de le mettre dans le débat public aujourd'hui. Je dirais au ministre de la Santé de se comporter comme un urgentiste, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence face aux pénuries de médicaments, il y a urgence pour l'accès aux soins, il y a urgence pour la question de la démographie médicale et de la répartition, et d'être aussi en même temps un architecte. On est en 57-58 et on a besoin aujourd'hui de poser les jalons du système de santé, mais pas pour 3 ans, pour 10, 20 ou 30 ans. Et il y a ces défis dont on a parlé tout à l'heure, de la démographie, des nouvelles pratiques, de l'intelligence artificielle, des nouvelles thérapies. Et il faut se comporter avec ces deux mentalités, urgentiste et aussi bâtisseur. Merci beaucoup, on peut applaudir, parce qu'après on a des questions plus intelligentes que les nôtres, mais on peut déjà applaudir. Bravo, formidable. Et maintenant, Hélène, place aux questions intelligentes. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, loin de moi l'idée d'interrompre bien évidemment ce débat, mais je propose au contraire que nous poursuivions l'échange donc avec Cécile Jaglin-Grimont-Pré. Donc je vous prie de bien vouloir prendre place. Vous êtes directrice générale du CHU d'Angers, et le docteur Charlotte Garé. Vous êtes donc directrice médicale du Lab Innovation chez Santé Claire. Donc peut-être, on vous applaudit absolument. Peut-être, mesdames, alors voilà, les propos ont été très très riches, mais peut-être une réaction à ce débat en 1 minute. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous partagez? Peut-être qu'est-ce que vous ne partagez pas? Cécile? Écoutez, comme acteur de santé, c'est toujours plaisant d'entendre des ministres dire qu'il faut mettre plus de moyens dans le système. Moi, j'aurais envie de réagir sur 2 points. D'une part, les montants consacrés par la France à la prévention. Finalement, ils ne sont pas si ridicules que ça, les montants. On est un peu en dessous de la moyenne, mais on dépense beaucoup d'argent. Simplement, quand on lit des rapports, et je vous conseille celui de la Cour des comptes de 2021, ces mesures, elles sont disparates, éclatées dans le système, c'est-à-dire qu'une enveloppe financière va financer une action, et ça ne fait pas système, justement. Et la totalité des acteurs ne sont pas poussés à une coordination. Et donc, puisqu'on parlait de moyens financiers pour la prévention, en fait, il faut transformer la façon dont notre système de santé est financé. On est financé aujourd'hui sur des volumes. En ville, on est financé à l'acte. À l'hôpital, on est financé par la T2A. Alors, je sais bien que des réformes sont enclenchées, mais on n'en voit pas, malheureusement, le bout, faute de stabilité de nos ministres. Mais on n'a donc aucune incitation financière à intégrer dans l'acte de soins la prévention, parce que c'est ça le plus logique au fond. C'est quand vous avez un patient en face de vous, c'est de faire du repérage sur des risques de santé publique qui sont bien connus, le tabac, l'alcool, les addictions, la vaccination par exemple, et de l'orienter dans le système de santé pour qu'il puisse être pris en charge si un de ces risques est avéré. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il manque, l'incitatif financier qui nous permet de passer d'une logique de rémunération volume à une logique de rémunération au parcours ou à la responsabilité populationnelle. Moi, ce serait mon choix si j'étais ministre de la Santé, mais je ne suis pas candidate. Très bien. Juste une précision, T2A, tarification à l'activité, voilà, qui est le mode de financement de l'hôpital. Docteur Garé, une réaction peut-être là aussi rapide à tout ce qui a pu être dit dans la première partie du débat.
Ça va être dur. Je vais faire court parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites et beaucoup de points intéressants. Le premier, c'est qu'il en ressort à l'évidence que la prévention n'est pas l'affaire de la santé ni du ministère de la Santé. Et donc c'est une approche transministérielle qui doit être très systémique et pensée à tous les niveaux de notre système de santé. Ce qu'on disait sur les enfants, et on partage tous ce constat-là, si on ne commence pas la prévention et l'éducation au bon comportement dès l'école, on n'arrivera à rien, puisque l'objectif est d'éviter d'avoir à arrêter de fumer si on n'a jamais fumé, éviter d'avoir à se remettre à bien manger si on a toujours bien mangé, etc. Donc ça, c'est ce qu'on conceptualise sur la prévention pré-primaire, et donc qui est une politique qui doit s'inscrire transministérielle et qui doit vraiment être portée par la société. Et puis ensuite, il y a la prévention personnalisée, dont on a un petit peu parlé. On a parlé de l'IA et des données et de tout ce qui est prédictif. Et donc là, c'est un peu un autre champ, parce que là, on n'est pas sur une politique, on va être vraiment plus sur de la prévention individuelle. Et là aussi, il y a encore des gaps à passer. On a parlé de notre système de données, qui est le SNDS, aujourd'hui stocké au Health Data Hub. C'est merveilleux, on a une quantité de données absolument incroyable. Il nous en manque quand même, c'est-à-dire les données relatives à nos habitus. Et donc le tabac, l'alimentation, on les a pas. Et donc quand on veut faire de la prévention prédictive, personnalisée, il va falloir aussi qu'on puisse intégrer ces données. Et donc je pense qu'il va falloir réfléchir à comment on implémente et on enrichit notre Health Data Hub qui est incroyable pour devenir encore plus performant sur la prévention. Et il y a des moyens, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'innovations digitales, il y a beaucoup de gens qui sont sur des applications pour prendre soin de leur santé. Les complémentaires santé donnent accès d'ailleurs pour beaucoup à ces innovations digitales, et ça amène de la donnée qui est manquante aujourd'hui dans le Health Data Hub. Donc si on travaille ensemble, les complémentaires, toutes ces innovations, le système de la sécurité sociale, notre système de santé, on pourra aller beaucoup plus loin dans la prédiction et la prévention. Merci. Réaction. Moi, 2 mots, juste pour En dire 2 mots. sur les 2 points, c'est essentiel. Le premier, la convention médicale qui a été signée il y a quelques mois, pour la première fois, au-delà du rendez-vous prévention, elle intègre aussi, dans le rôle même du médecin traitant et dans la valorisation de l'acte, son rôle dans la prévention. Et moi, j'ai signé la lettre de cadrage de cette négociation. Je tenais beaucoup à ce qu'on ne fasse pas un truc qui serait très français, où on se dirait tiens, la prévention c'est la responsabilité de la puissance publique et les libéraux, eux, ils font le soin. Non, ça va être décisif, et je pense que la médecine, et pas que tous les professionnels de santé libéraux seront engagés là-dedans. Je n'ai absolument aucun doute. Et deuxièmement, absolument d'accord avec vous, vous avez tout à fait raison, tabac, sédentarité, situation de logement. Moi, j'ai vécu ça, je reviens souvent sur ça, mais au moment du Covid, on s'est aperçu qu'il fallait rajouter des questions à l'arrivée aux urgences. Combien vous vivez dans le logement ? Quelle est votre profession ? Parce que c'était des facteurs de risque. Mais c'est, pour le coup, un des sujets les plus compliqués. C'est là aussi où c'est du combat culturel, idéologique, parce que oui, les déterminants sociaux et généraux de santé, ils sont partout. Voilà. Donc, Xavier ? Très rapidement, l'un des beaux de la politique française, c'est qu'on fonctionne et qu'on raisonne en silo. Et pourtant, vraiment, le domaine de la santé est un domaine totalement transversal. On va parler de l'enfance, on peut parler du sport, on peut parler bien évidemment du logement, mais aussi de l'alimentation. Et j'ai bien aimé, quand vous dites tout à l'heure, avant de savoir comment on peut manger mieux, si on commençait à manger mieux dès le départ, c'est mieux. Si on ne se pose pas la question « Oh mon Dieu que c'est difficile d'arrêter de fumer », ne pas commencer à fumer, c'est pas mal aussi. Mais je reste encore intimement convaincu que si on change vraiment des fondamentaux, et vous avez entièrement raison sur la constitution de la rémunération, ça c'est la clé. Derrière, je pense qu'en faisant confiance aux Français, ils verront très vite les avantages. Et d'une certaine façon, le bénéfice-risque, ils voient très bien le bénéfice, beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Merci beaucoup. Cécile Jaguelin-Grimont-Pré, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez mis en place au CHU d'Angers. Donc, une direction qui est spécifique à la prévention. Vous avez également établi une feuille de route à 10 ans
Donc c'est quand même très très original. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi ce choix? Et peut-être est-ce que vous avez déjà une première évaluation puisque la stratégie a été mise en place en 2021? Alors pourquoi? C'est simple en fait. Les hôpitaux, c'est souvent les premiers employeurs de leur ville. Donc ils emploient beaucoup de personnes, 7000 au CHU d'Angers. Ils rencontrent beaucoup de patients, 200 000 par an au CHU d'Angers. Et puis autour, il y a les visiteurs, tous les gens qui passent par un hôpital. Donc penser l'hôpital comme un lieu de promotion de la santé, c'était pour moi une évidence. Mais il fallait complètement changer de paradigme, c'est-à-dire passer de l'hôpital vu comme un lieu de soins à un hôpital qui, en lien avec tous les acteurs de son territoire, pas tout seul évidemment, avec l'école, avec les collectivités territoriales, avec les autres professionnels de santé, propose des actions de promotion dédiées aux professionnels, pour les patients évidemment, mais aussi pour la population générale. Donc on s'y est pris en 3 temps. Le premier temps, c'était un temps très symbolique. C'est 2018, on fait des 45 hectares du parc du CHU d'Angers un campus sans tabac. Parce que oui, les lieux publics normalement sont non-fumeurs, mais dans les bâtiments. Puis dès qu'on est sorti du bâtiment, devant le bâtiment de pneumologie, on fume et on fait une haie d'honneur aux patients qui passent. Voilà, donc au CHU d'Angers, depuis 2018, campus sans tabac, et la fac nous a suivis. Donc voilà, c'est plus de 50 hectares sur la ville d'Angers qui sont protégés du tabac pour les fumeurs, mais aussi pour tous ceux qui ne le sont pas. Donc c'est un signal fort parce que ça veut dire que, encore une fois, on passe d'un lieu de soins à un lieu qui s'intéresse au comportement des gens et aux facteurs environnementaux qui sont un outil de la prévention premier. Deuxième étape, en 2020, donc effectivement, je crée une direction de la prévention. Bon, c'était un peu de la provocation, parce que ça voulait un peu dire au docteur du CHU d'Angers que voilà, il y avait un petit trou dans la raquette. On a trouvé une personnalité qui a su le faire avec beaucoup d'empathie et qui a valorisé tout ce qui se faisait, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'actions, mais encore une fois, elles ne faisaient pas système. C'était des actions qui étaient dédiées à une pathologie et qui ne portaient pas de vision générale. Et donc, on a lancé un forum avec nos professionnels et nos représentants des usagers. S'inscrivaient qui voulaient. Il y a 300 personnes qui ont participé à cette journée, dont le but était de prioriser des actions souhaitées par les professionnels et les usagers qu'on allait tenter d'expérimenter. J'avais dit tout de suite que je n'avais pas d'argent, mais que j'allais regarder ce que je pouvais faire. Et je voudrais en citer une, parce que c'est celle dont je suis le plus fière. Elle s'appelle Avicenne, comme habitude de vie saine, et elle est dédiée aux professionnels de santé du CHU. Donc il s'agit en fait de leur... On a commencé par un questionnaire, et 20% des agents du CHU d'Angers ont répondu à ce questionnaire, qui portait sur leurs habitudes de vie. Donc moi j'ai des chiffres sur consommation d'alcool, de tabac notamment, sur ce qu'il leur semblerait prioritaire à développer pour faciliter le maintien en bonne santé ou le retour à des habitudes de vie saine, et on a choisi celles qui nous semblaient jouables, par exemple l'accès aux substituts nicotiniques gratuitement pour les professionnels, par exemple la fin des produits chimiques dans l'entretien des locaux à la maternité, par exemple le menu végétarien tous les midis au self du CHU, ou encore des distributeurs avec des produits sains et pas simplement des produits du snacking. Voilà, donc cette action voilà, elle est déployée depuis 2022. Alors une évaluation, c'est tôt. Oui. En termes de santé publique, on n'évalue pas à 2 ans. Mais j'ai quand même des indicateurs prometteurs que je voudrais partager avec vous. D'une part, on est allé au bout du projet qu'on avait prévu, puisqu'en 2024, le conseil de surveillance du CHU a adopté la feuille de route à 10 ans, avec une action qu'on voudrait vraiment pouvoir développer, qui est le MEC. Le MEC, c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire « chaque contact compte ». Et pour nous, ça veut dire que toute personne qui passe aux urgences, c'est notre site pilote numéro 1, on doit repérer
les facteurs de risque principaux, tabac, alcool, vaccination et addiction. Avoir un petit entretien motivationnel, 5 minutes, pas plus, ce ne serait pas raisonnable de penser qu'on sait faire plus, et une orientation, une proposition faite directement aux patients. Donc les personnels sont formés. Je vous avoue qu'on espérait bien que la réforme du financement accompagne cela. C'est pas grave, on va continuer. Sur ce site pilote, je ne saurais pas le déployer sur tout le CHU, je ne serais pas honnête de dire ça à moyen constant, mais je peux quand même montrer l'exemple et pour moi c'est important. C'est le rôle de l'hôpital public, outre le fait d'être un service public de proximité et de recours, c'est aussi l'exemplarité, y compris sur ces sujets-là. Deuxième indicateur de satisfaction, c'est l'adhésion des professionnels. C'est-à-dire que finalement, 4 enquêtes en 4 ans, à chaque fois plus de 20% de réponses à la cible touchée. Par exemple, on a fait une enquête sur les habitudes alimentaires des professionnels de nuit. Parce qu'on sait que les professionnels qui travaillent la nuit, il n'y a pas de self la nuit, donc c'est ceux qui sont le plus touchés par l'absence de régularité dans la prise des repas, le snacking et des habitudes alimentaires qui ne sont pas recommandées en termes de prévention. Et donc on a fait une enquête sur ce qui leur semblait pouvoir les accompagner dans le travail de nuit avec des habitudes saines, d'où les distributeurs avec une offre de fruits, une offre de salade proposée par un traiteur local, tout ça au même prix que ce qu'on avait avant, parce qu'on a des bons négociateurs, heureusement. Troisième indicateur, c'est finalement on est un hôpital attractif. C'est peut-être celui-là qui compte le plus. C'est-à-dire Absolument. Que moi, aujourd'hui, 7000 agents, 3000 infirmières, j'ai 20 postes vacants. Bravo. C'est pas mal. Effectivement, tout à fait. C'est un élément donc d'attractivité, de regain de sens. Voilà. Alors, faire un lien de cause à effet serait évidemment excessif, mais je pense que ça en fait partie. C'est aussi l'image de l'hôpital public et c'est aussi le sens au travail pour les professionnels qui nous rejoignent. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que c'est une très belle initiative. Charlotte Garé, peut-être une réaction. Donc on se rend compte que dès lors qu'il y a de la volonté, on peut y arriver. Et donc, est-ce que l'essentiel, c'est pas de mobiliser le plus grand nombre d'acteurs, qui était un petit peu ce que vous disiez en réaction ? L'exemple est très intéressant de l'hôpital et d'ailleurs ça recoupe ce qui a été dit précédemment. La prévention, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau déjà d'information. Il faut évidemment qu'on ait l'information avant de pouvoir agir. On sait que c'est la première chose qui compte, mais on sait que ça ne suffit pas. La mammographie, aujourd'hui, en France, toutes les femmes de plus de 50 ans, quasiment, ont l'information qu'il faut faire une mammographie. On n'arrive toujours pas à dépasser les 50% qui vont faire cette mammographie. Donc on sait qu'il reste là un gap qu'on a du mal à franchir. C'est un sujet. Et finalement, comment on fait une fois qu'on a l'information pour faire de la prévention secondaire, tertiaire, primaire ? Eh bien, il y a des checkpoints dans la vie où on capte les gens et c'est là que c'est intéressant de pouvoir justement faire de la prévention. Donc il y a l'école, on en a parlé, les enfants et les visites scolaires. L'hôpital, les gens quand ils arrivent à l'hôpital, ça y est, on les a captés et en plus ils sont plutôt dans de bonnes dispositions à ce moment-là pour remettre des choses en question, changer d'habitus, etc. Et puis il y a aussi le travail. Et donc le travail c'est aussi un très bon checkpoint parce que on peut pas attendre que tout le monde aille à l'hôpital pour faire de la prévention, mais il faut aussi qu'on capte les gens à d'autres moments. Et donc le travail et la médecine du travail et tout ce qui peut être fait par les entreprises auprès de leurs salariés en termes de prévention a beaucoup de sens aussi. Ça fait partie de ces checkpoints de la vie. Et donc je pense que c'est des notions très intéressantes pour pouvoir mettre en place la prévention au-delà de l'information et comment on accompagne les gens jusqu'à leurs actes de prévention. Alors, on va parler aussi de l'avancée en âge, donc de l'isolement social, du handicap. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour toucher ces personnes qui sont quelque part les plus éloignées de ces messages de prévention ? On entend aussi beaucoup parler du virage domiciliaire pour les personnes âgées. Donc là, par exemple, est-ce qu'on peut aussi faire de la prévention à domicile, se rapprocher au maximum
Bien sûr. Alors maintenant, il faut organiser le grand âge. On sait que ça fait partie de nos défis. On en a parlé. La démographie vieillissante, la vulnérabilité, la fragilité des personnes âgées, qui est d'ailleurs complètement corrélée à leur comorbidité, à leur consommation de soins et de biens médicaux. Donc il faut pouvoir aller jusqu'à ces personnes et les chercher. Et donc là, le médecin traitant, on en a parlé, qu'il a un rôle clé, reste important, même si faut-il encore que tous les Français puissent avoir un médecin traitant. Et on n'y est pas tout à fait. Effectivement. Nous arrivons déjà presque au terme donc, de cette table ronde. Donc peut-être, messieurs les ministres, une réaction à ce qui a été dit, à ce qui a été présenté, cette très belle réalisation du CHU d'Angers au propos de Charlotte Garret sur la mobilisation de tous. J'aime bien l'idée de votre checkpoint, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers. Je crois, chercher, parce que ne nous racontons pas d'histoire, vous habitez au cœur de la ruralité, tout est plus compliqué, et notamment sur l'accès aux soins. Notre système de santé, quand vous êtes entre les mains des soignants, honnêtement, je ne sais pas dans quel pays on aimerait se faire soigner, mieux qu'en France. Le problème, c'est l'accès, et notamment sur tout ce qui est prévention, on a quand même ce sujet. Nous, on l'a vu notamment pendant la crise Covid, on avait organisé avec l'ARS, avec les communes, du aller vers, et ça marchait du tonnerre. On a été dépassé par le succès. Et là, moi, je crois beaucoup à ces bus du cœur, sur les maladies cardiovasculaires, sur le dépistage du cancer du sein. Ça peut sembler dérisoire, tout ça, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est quand vous allez vers que vous touchez vraiment les gens. C'est-à-dire qu'il faut des systèmes qui sont des systèmes très organisés. J'aime bien ce que vous faites. Vous passez aux urgences pendant 5 minutes, si vous avez envie, vous répondez aux questions, vous en faites ce que vous voulez. Mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Si elles sont vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, pas éparpillées, mais qu'elles sont connectées entre elles et qu'on montre que c'est une logique de prévention. Le parcours du cœur, ça joue. J'ai sauvé la vie un jour à un ami, tout simplement en lui imposant de faire le test de glycémie et justement sa tension. C'est tout bête, c'est pas le seul, mais il n'avait pas envie de le faire. Alors, vous voyez bien qu'il n'était vraiment pas en forme. Il est allé ensuite, pourtant il était ambulancier, mais cordonnier et puis mal chaussé, ça s'applique. C'est le parcours du cœur. Octobre Rose a permis aussi dans toute la France, avec des initiatives. Ce n'est pas des initiatives uniquement sympas. C'est parce que derrière, c'est sur la prévention. Le vrai problème, c'est que, on le disait tout à l'heure, et vous m'y faites penser avec vos exemples, c'est que tout n'est pas rassemblé pour dire c'est pas une initiative sympa, c'est pas des copains ou des copines qui organisent ça, c'est au service de la prévention et justement du fait de vieillir en meilleure santé. L'espérance de vie en bonne santé, on y revient. Merci. Aurélien Rousseau. Non, mais la conclusion de Xavier, j'y adhère totalement. Moi, il y a des moments où mais c'est peut-être la période où je me dis, c'est vrai que c'est dur, l'accès, l'absence de médecins traitants, etc. C'est vrai qu'on n'a pas non plus à avoir honte et qu'on a un système qui est en train de bouger. Moi, j'en suis vraiment convaincu. La vitesse à laquelle, par exemple, progresse le partage de tâches est quelque chose de fondamental. Et je rebondis sur ce que vous disiez, mais je l'évoquais un peu tout à l'heure. C'est fondamental parce que c'est aussi la condition de l'attractivité. Et ce qu'on mettait comme périphérique, vous l'avez dit sur, par exemple, le fait d'avoir des repas équilibrés la nuit. J'étais très frappé, mon premier déplacement de ministre, je vais en Réa, à la Pitié, où j'avais été hospitalisé 6 mois moi-même. Je vois plein d'infirmières, et puis la dernière, elle me dit mais moi je pars à Rennes ou à Nantes, je ne sais plus, dans quelques mois. J'ai dit non, la vie est trop chère, non, ça va très bien, je suis en colocation. C'est trop loin, vous habitez loin, non, je suis vraiment à 3 minutes de l'hôpital. Vous rejoignez votre conjoint, pas du tout. Donc moi, je vais être le ministre cool, mais en fait, pas du tout, rien n'allait. En fait, elle dit, je vais dans un service où ils vont expérimenter le zéro déchet hospitalier. Voilà. Est-ce qu'on aurait imaginé que ça pouvait être un motif de déplacement, voilà. Et je pense que toutes ces dynamiques-là sont aussi les conditions d'attractivité, parce que ce que veulent les professionnels, c'est aussi du sens de la diversité, le temps du soin, mais aussi le temps de l'engagement. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et dernier truc, juste pour faire sourire, normalement je ne raconte pas ça, mais l'an dernier, j'annonce le plan de lutte contre le tabac. Fait un truc de ouf. On dit on va interdire le tabac devant les écoles, dans les parcs publics, voilà, et peut-être sur les plages. Et je dis, tout ça, il suffit d'un décret. Comme c'est pas totalement, voilà.
je vais faire Quotidien le soir, qui est une émission quand même un peu, à l'époque, qui prenait des politiques. Et là, dans la loge de Quotidien, je reçois un appel d'une très très haute autorité qui me dit « Qu'est-ce que c'est cette connerie ?» Ça a été arbitré 10 fois, mais qu'est-ce que c'est cette connerie ? Tu reviens en arrière. J'avais fait la conférence de presse le matin, les Français vont pas comprendre, etc. Machin. Bon, je l'ai quand même confirmé parce que ça me semblait un peu compliqué de revenir en arrière. Et 90% des Français adhèrent à cette mesure qui est, je reprends le mot, de bon sens. Et je pense que là-dessus, cette bataille du bon sens, on doit... C'était Macron ? Comment ? C'était Macron. C'était une personne, une de haute autorité. Qui habite sur l'Olympe Voilà. et qui lance des éclairs, c'est ça, c'est celui-là là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, on Merci vous beaucoup à applaudit. tous les quatre. Merci beaucoup Cécile Jacquelin Gémonpré, Charlotte Garrec, Xavier Bertrand, René Rousseau. Merci infiniment.